une production Girl Crush. Salut tout le monde, salut Laura. Allô. Aujourd'hui, on reçoit Kate, qui est pharmacienne, mais aussi une star de TikTok. Vous allez peut-être la reconnaître du compte Carl et Kate, où leur couple de pharmaciens aborde différents sujets de la santé. Et là, aujourd'hui, on la reçoit pour parler de cycle menstruel et de contraception, un sujet qui est très important, qui me tient très à cœur. Ça fait longtemps que je nous gosse pour qu'on en parle. Et j'espère vraiment que vous allez aimer la discussion. Mais avant de se lancer, je vous présente, comme à notre habitude, un jouet de la boutique Séduction. Et je dois te dire, Laura, que je suis particulièrement sous le charme de mon jouet d'aujourd'hui parce qu'il est franchement mignon. C'est le Unihorn. Oh my God. Wow. Format Mount and Peak, qui est un simulateur clitoricien en forme de licorne. Vraiment trop cute. Et en tout, dans cette collection-là, il y a 3 choix. Et donc, 3 petites licornes. Il y a soit de la pulsion, de la succion ou de la simulation directe. Donc, celui-ci. Bref, c'est un incontournable comme sensation et il est vraiment trop beau. J'adore les jouets qui ont un beau branding. Je suis particulièrement attirée vers ceux-ci. Celui-là, il est 89,99 à la boutique Séduction. Mais évidemment, vous pouvez l'obtenir pour bien moins cher avec notre code promo FM25 pour 25% de rabais. Vous pouvez aussi commenter l'épisode d'aujourd'hui sur YouTube avec votre moment préféré pour gagner un lot de produits comme celui-ci. Et sur ce, bon épisode tout le monde! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme mariée. Allô Catherine! Allô les filles! Comment ça va? Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être là. Merci pour l'invitation. Merci d'être même, là. On est vraiment contente, surtout qu'on parle de genre un de mes sujets favoris. Là, Oui, je peux confirmer, Marie-Lou en parle souvent. Vraiment, tous les soupers ever de famille, d'amis, tout le monde connaît genre mon cycle menstruel puis mes moyens de contraception puis tout là. J'avais pas dit, mais j'ai écouté un podcast de toi récemment à un autre podcast, puis là, elle commence à parler de son cycle menstruel. Je suis Marie-Lou celui d'entrepreneuriat. Le cycle menstruel gère notre société. Bref. Ben oui! Mais là, je suis vraiment contente qu'on puisse t'avoir avec nous pour en parler, pour avoir réponse à nos questions. Puis, bien évidemment, je t'ai découverte sur TikTok. Mais même Laura connaissait déjà. Oui, j'adore votre compte. Ben oui, parce que là, mettre un peu en contexte, tu fais des vidéos sur TikTok avec ton chum. Puis, les deux, vous êtes des pharmaciens. Oui. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? En fait, ça fait quelques années maintenant qu'on a commencé à faire des vidéos sur TikTok. Dans le fond, le but, c'était vraiment de, premièrement, mettre une présence de pharmaciens sur les réseaux sociaux. On trouvait qu'il y avait beaucoup de professionnels de la santé, mettons médecins, infirmières, dentistes, chiro. J'en vois vraiment plein ces temps-ci. Mais on trouvait que, mettons, les pharmaciens n'étaient pas vraiment représentés. Fait que, premièrement, on voulait un peu promouvoir dans le fond, notre rôle de pharmacien, ce qu'on pouvait faire. Mais aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de désinformation là, qui circulait sur TikTok. Fait qu'on voulait un peu comme démystifier certaines choses. Puis aussi, après, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un manque d'éducation par rapport à la santé sexuelle. Fait que je dirais que c'est un mélange de tout ça. Fait que là, mettons, je dirais qu'en ce moment, notre mission, c'est surtout encore la promotion du rôle de pharmacien, mais aussi de démystifier certaines choses, puis de vraiment promouvoir à l'éducation sur la santé là, surtout, et tout. Santé sexuelle, comme c'est un sujet que vous aimez particulièrement. C'est quand même pas mal abordé. C'est vraiment un sujet que j'adore. Quand j'étais à l'université, j'ai fait un stage là, en gynécologie obstétrique. J'ai tellement adoré ça. Là, on dirait que depuis, je parle vraiment souvent de ça. Mais c'est que je trouve que peut-être qu'il y a vraiment... Je reçois beaucoup de questions en pharmacie par rapport à ce sujet-là. Fait que je me dis que peut-être qu'il y a un manque de connaissances là-dessus. Fait que j'aime ça en parler parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions par rapport à ça. Il y a beaucoup de mythes. Fait que c'est ça, j'aime ça en parler. Puis ça rejoint, je pense, vraiment là, les personnes qui sont présentes là, sur TikTok. Là. Définitivement. Je vous suggère vraiment d'aller faire un tour parce que c'est super éducatif, mais en même temps vraiment drôle parce que vous suivez les trends. C'est ça que je t'ai dit un peu en début de podcast. Mais là, on est ici pour parler. Oui. Entre autres, de menstruation.
Oui. Fait que, mettons qu'on commence par la base, là. C'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi on a ça, nous autres? Ouais, hein? Je suis sûre que, comme, on va apprendre, genre, même juste cette question-là qui semble tellement à la base, je suis comme, ça fait pas tant longtemps que j'ai compris un cycle menstruel. Puis, genre, je dois être à 1% de mes connaissances. OK, ben on va essayer de regarder ça ensemble. Mais honnêtement, comment je définirais les menstruations? Ben, premièrement, un cycle menstruel, je dirais que le but principal, c'est de mener à une grossesse. Puis les menstruations, c'est comme le signe qu'une grossesse n'a pas été débutée, donc un ovule n'a pas été fécondé. Donc, ça crée des menstruations. On reste dans les bases. Ouais. Le sang, c'est quoi exactement qui s'échappe? Non, mais C'est bon! C'est bon, oui! on part de loin, mais Ouais. j'ai jamais fait de recherche là-dessus, mettons. Il n'y a pas de problème. On va regarder ça. Mais en fait, c'est surtout comme des bouts de l'endomètre, je pourrais dire, qui se détachent. En fait, c'est que en première moitié de cycle, je dirais que c'est les ovules, comme ils maturent dans les ovaires, dans le but qu'un ovule soit, dans le fond, libéré et fécondé. Puis, en même temps de ça, dans le fond, l'endomètre est comme épaissi, il y a des vaisseaux qui se créent, dans le fond, dans le but de pouvoir accueillir un potentiel fœtus. Fait que dans le fond, c'est qu'il y a des vaisseaux sanguins qui vont se créer pour la nutrition du fœtus. Puis dans le fond, ça vient vraiment comme créer un genre d'environnement douillet pour un potentiel fœtus. Puis, quand que dans le fond, l'ovule n'est pas fécondé, ce qui a été créé va comme s'échapper. Puis ça va être ça, les menstruations. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme des segments, en résumé, je dirais. C'est déjà tellement intéressant. Comme j'ai toujours compris l'idée générale. Genre, j'ai mes règles, c'est à cause de ça, je pense que qui est good. Ouais. Mais tu sais, j'ai 15 ans, puis on me donne des tampons, puis comme, arrange-toi avec ça. Mais, genre, j'ai jamais entendu cette explication-là précise, mettons. C'est vrai, hein? Oui. Very interesting. Ben, ça veut dire qu'il faut qu'on continue le compte TikTok et le podcast. Définitivement. C'est ça que ça veut dire. Oui. Puis là, il y a différentes phases à ce cycle menstruel-là. Ça ressemble à quoi? Fait que dans le fond, je dirais, en gros, il y a 3 phases. Il y a la phase folliculaire, après, il y a l'ovulation, puis la phase lutéale. Fait que dans le fond, un cycle menstruel, ça commence tout le temps par le premier jour des menstruations. Fait que là, ça va être la phase folliculaire. Donc là, justement, le tissu prolifératif là, qu'on appelle va s'échapper, va être écoulé, va créer les menstruations, bref. Puis, à partir de ça, là, l'estrogène va commencer à augmenter un petit peu, là, la production d'estrogène, puis les ovules vont commencer à comme maturer. En fait, c'est des follicules. Il y a plusieurs follicules qui vont maturer en même temps dans le but de comme pouvoir libérer un ovule pour qu'il puisse être fécondé. Donc, c'est ça. Donc, l'estrogène augmente pendant ce temps-là, puis ça prend à peu près 14 jours. Là, je dis 14 jours parce que je dirais que c'est peut-être une moyenne, mais c'est comme ça dépend vraiment de chaque personne. Là. Mais ça pour dire que là, c'est ça, là, les follicules, ils maturent, puis ensuite, comme à peu près à la moitié du cycle, il va y avoir l'ovulation. Fait que dans le fond, le follicule le plus mature va comme relâcher un ovule. Puis, l'ovule va se transporter de l'ovaire jusqu'à l'utérus par la trompe de Fallope comme pour être fécondé. Et après, là, ça, c'était l'ovulation. Après, si on parle de la phase lutéale, dans le fond, le follicule qui a relâché l'ovule va se transformer en corps jaune, qu'on appelle, et ça, son but, c'est de produire la progestérone. Fait que là, après, dans la phase lutéale, il va y avoir une augmentation de la progestérone, une augmentation de l'estrogène. Puis, avec tout ça aussi, ça va faire proliférer justement l'endomètre pour pouvoir accueillir un potentiel fœtus, encore une fois. Puis, si l'ovule n'est pas fécondé, il va y avoir comme une chute des 2 hormones, donc une chute de la progestérone, une chute de l'estrogène. Puis là, ça va créer les menstruations. Fait que là, on retourne à notre prochain jour 1, mettons, de notre prochain cycle. En résumé, je sais pas si c'était clair. Sérieux? Ben oui, je pensais non, je suis comme, quand moi, j'ai besoin de absolument, mais, oui. Ouais, ben, très technique. C'est ça, il y a vraiment comme des
belles images, des belles illustrations qu'on peut trouver, là, mettons sur Internet ou dans certains manuels, je dirais. Mais c'est plus facile de voir, tu sais, justement, comme la courbe des hormones. Tu sais, j'ai oublié de dire que, mettons, pendant l'ovulation, il y a vraiment comme un pic d'estrogène, ce qui peut expliquer certaines choses, des symptômes qu'on peut ressentir. À quoi peut ressembler notre variation d'énergie en fonction des phases de notre cycle? Et d'émotions. Oui, et d'émotions, tout ça. Ben, en fait, ça peut vraiment dépendre de chaque femme. C'est vraiment pas tout le monde qui va réagir de la même façon, tu sais, à la variation des hormones. Mais c'est sûr que pendant un cycle menstruel, il y a beaucoup de variations d'hormones. Ouais. Je dirais que quelque chose qui arrive quand même fréquemment, c'est le syndrome prémenstruel. Puis ça, c'est surtout quand que, tu sais, à la fin du cycle, les hormones, vraiment, ils augmentent. Puis qu'après, on a une chute drastique là, des hormones. Donc, le syndrome prémenstruel, c'est sûr que ça pourrait être mieux documenté, mettons. Ouais. Mais c'est vraiment un ensemble de symptômes autant psychologiques que de symptômes physiques. Et ça va vraiment dans tous les sens. Là. Ça peut affecter vraiment presque tout, là, je dirais. Ouais. Il y a tout le temps une phase dans mon cycle menstruel. Tu sais, quand il y a le pic d'ovulation, là, genre, je me sens là, incroyable. Je veux du sexe. Ouais. Genre, je suis full productive, je me sens belle. Puis, genre, moi, le syndrome prémenstruel, quand, mettons, je suis pas sur un moyen de contraception, il reviendra, comme je suis 100% dépressive, là. Comme je veux laisser mon chum, je veux, genre, il y a personne qui m'aime, je braise. Ouais. C'est l'enfer, là. Oui. Mais il y a tellement rien qui peut, genre, aider à ça, là, comme ça. Bon, en tout cas, que j'ai trouvé, là. Je trouve que c'est peut-être sous-estimé, là, parfois. Mais ça peut être vraiment incapacitant, là. Puis ça peut vraiment, tu sais, nuire aux relations, justement, avec l'entourage, avec des collègues de travail. Ça peut nuire au travail. Ça peut être vraiment important comme situation. Puis j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup tant que ça, là. Si on n'en parle pas beaucoup de la bonne façon, parce qu'on entend souvent le gros stéréotype de dans ta semaine. Ouais, c'est ça. Frufru menstru. C'est ça. Je trouve ça tellement dommage parce que dans mon cas, des fois, c'est vrai. Genre, tu sais, admettons, je suis en train là, de me chicaner avec mon chum pour une niaiserie que, à un certain point dans mon cerveau, je suis comme... Je sais même pas pourquoi je me chicane. Je vais-tu être dans ma semaine? Puis je me pose la question, puis là, je m'effondre, puis je pleure, puis je suis comme... Je pense que je vais être dans ma semaine. Puis là, mon chum, il me prend dans ses bras, puis ça se finit de même, parce qu'on dirait que j'ai juste pété une note pour rien. Puis je trouve ça dommage que ce soit... que ce soit de même. En tout cas, je sais pas comment dire. Je trouve ça plate de correspondre aux stéréotypes. Il y a personne qui fait exprès de se sentir comme ça. C'est vraiment c'est vraiment documenté, là. Puis, tu sais, c'est vraiment la variation d'hormones. C'est vraiment fondé, là, d'avoir ces symptômes-là. C'est horrible là. Quand tu y penses. Genre, il y a une semaine par mois où est-ce que t'es pas toi-même. Puis, comme, c'est juste ça que c'est. Genre, t'es une femme, c'est ça. T'as pas la même personne. C'est pour que tu puisses... avoir une éventuelle grossesse. Ben oui, c'est ça. C'est le fun. Mais j'aimais vraiment quand tu as dit que tu avais un gros pic d'énergie, que tu sens que tu peux tout accomplir, parce que j'avais lu différentes sources, en tout cas, puis il y en avait une qui comparait chaque phase à des saisons. Puis c'est vrai que c'est bien imagé. Tu sais, mettons, les menstruations, c'est l'hiver, comme évidemment. c'est pas notre meilleure période, mais après ça, la phase préovulatoire, c'est le printemps, puis là, tu te sens renaître, puis à ta phase ovulatoire, là, c'est l'été, là, puis là, t'es en forme, puis tu peux tout accomplir, puis après ça, on retombe dans l'automne. Les SPM, ça s'en vient, on le sent, on le sent. puis ça répète, Moi, ça me fait capoter que je trouve vraiment, c'est vraiment ça que c'est, mais notre société est vraiment faite pour un cycle hormonal d'homme, que c'est 20 sur 24 heures, là, dans le fond. Fait que, tu sais, nos journées de travail, etc., c'est fait en sorte pour que, jour après jour, tu recommences un peu le même cycle, que tu travailles de 9 à 5, puis après ça, tu vas te coucher, puis après ça, tu recommences. Mais quand t'es une femme, c'est littéralement de semaine en semaine, c'est différent. Fait que, tu sais, on n'a pas fait le modèle de société pour que on soit optimal dans notre travail. Tu sais, c'est normal que tu aies une semaine où est-ce que tu n'es pas productive, alors que c'est pas rewarded, là. Tu sais, c'est pas encouragé qu'il y ait une semaine par mois où est-ce que tu crées rien, genre, et pourtant, notre corps à nous est fait de même. C'est ça, ma chip on the shoulder. Non, mais je comprends 100%, là. Puis, tu sais, c'est sûr que comme on va essayer de trouver comme des moyens pour
contrer ça. Il y a peut-être certaines mesures qui peuvent aider. Une patiente vient te voir, Ouais. puis elle te dit « J'ai de la misère à être fonctionnelle pendant mes menstruations. » Qu'est-ce que tu lui recommandes, mettons? Là, peut-être que je vais commencer à parler un peu de contraception. C'est un peu controversé comme sujet, Ouais. on en discutera, là, mais un syndrome prémenstruel, c'est vraiment, tu sais, parce qu'il y a eu une ovulation, puis, tu sais, comme il y a les hormones, comme ils varient. Fait que, mettons, on aurait moins cette variation d'hormones-là si, mettons, on prend une contraception hormonale, telle qu'un contraceptif hormonal, mettons, oral, comme la pilule, mettons. Tu sais, la pilule, c'est, je dirais, celle qu'on voit le plus souvent, c'est l'estrogène, la progestérone. C'est vraiment comme la plupart des pilules, c'est, tu sais, tu prends la même dose d'hormones tous les mois, tu peux faire une pause. Éventuellement, si tu veux. Mais ça pour dire que, bref, vu que tu as constamment le même niveau d'hormones, il n'y a pas d'ovulation, tu sais, n'auras pas vraiment comme de symptômes associés à une hausse d'hormones, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir une chute d'hormones si on fait une pause là, de la contraception. Là. Mais bon, bref, ça peut être une genre d'option. Aussi, mettons, c'est plus rare, mais tu sais, il y a des syndromes prémenstruels qui peuvent être vraiment très, très incapacitants, là, comme on parlait. Puis, il y a certaines personnes, là, certains, mettons, médecins qui vont se tourner vers des antidépresseurs, là, comme traitement. Des fois, on peut prendre des antidépresseurs, mettons, pendant la phase lutéale. Fait que vraiment, quand que... tu peux prendre ça juste une petite période de temps? Hein? Oui, bien, dans le fond, tu sais, pour traiter justement un syndrome prémenstruel, quand c'est plus grave, par exemple, des fois, on peut y aller avec des antidépresseurs, mais vraiment comme qui sont pris là, chroniquement. Là. Mais je dirais que ça, c'est peut-être une autre option sinon. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. C'est très incapacitant. Puis, tu sais, des fois, on a l'impression que c'est comme normal, tu sais, de se sentir comme ça. Tu sais, oui, entre guillemets, c'est normal, mais il y a certaines choses qu'on peut faire. Fait que ça peut toujours être intéressant d'en parler à un professionnel de la santé, là. Tu sais, on perd rien à regarder, tu sais, ça serait quoi nos options, là, ou quoi que ce soit. Là. Puis quand tu parlais d'antidépresseurs, est-ce que ça a un lien avec le trouble dysphorique menstruel? C'est quoi ça? Oui. Bien, dans le fond, le trouble dysphorique menstruel, excusez-moi, c'est vraiment comme un syndrome prémenstruel, mais très grave. Fait que c'est... Depuis tantôt, on dirait que je parle un peu des deux en même... Wow! Des deux en même temps. Mais, tu sais, c'est ça, c'est surtout dans ce cas-là que, justement, on peut se rendre... que les antidépresseurs peuvent être nécessaires. Là. Parce que c'est vraiment, c'est ça, un syndrome prémenstruel, mais vraiment très grave, très incapacitant, qui nuit aux relations, qui nuit au travail, qui fait qu'on n'est pas fonctionnel. Je sais. Puis quand il est question de douleur menstruelle en tant que telle, moi, je connais pas très bien mon anatomie, pour être honnête. Là. Genre, je dis souvent que j'ai mal dans le dos. C'est comme si j'avais mal au ventre, mais dans le dos. I guess que c'est toute cette région-là. Bref, c'est... Qu'est-ce qu'on devrait prendre? Moi, souvent, je prends 2 Advil. Je sais pas si c'est la meilleure option. Mais en fait, c'est... Les douleurs menstruelles, c'est vraiment comme créé par une inflammation. Effectivement, comme un bon traitement qu'on peut avoir, c'est les anti-inflammatoires, là, justement, comme le Advil. Par contre, là, je vais plugger, on dirait, notre compte TikTok. Mais c'est parce que Carl a fait un vidéo là, sur le Advil, justement. Les anti-inflammatoires, c'est pas sécuritaire pour tout le monde. Fait que, tu sais, mettons, je me sens pas à l'aise de dire « Ah oui, si vous avez des douleurs menstruelles, tu sais, vous pouvez prendre ça. » C'est important quand même de regarder, mettons, avec son pharmacien ou son médecin avant, savoir si c'est approprié. Mais si c'est approprié, ça serait une bonne option parce que vraiment, ça va venir jouer sur l'inflammation pour réduire l'inflammation, la douleur. Je sais pas si on peut faire une petite parenthèse, parler des midoles. Oui. Moi, je me suis fait recommander ça dans la dernière année. Ah oui? Oui, life-changing, mais je sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus. Ben, mon opinion, c'est que le midol, c'est majoritairement, dans le fond, du Tylenol. Le Tylenol, c'est sûr que ça peut être utile pour la douleur, mais ça va pas réduire l'inflammation comme, mettons, un anti-inflammatoire sur le ferait, comme du Advil, mettons. Okay. Puis aussi, des fois, dans le midol, ben, en fait, oui, dans le midol, il peut y avoir d'autres ingrédients. Genre de la caféine. Oui. Puis des fois, comme ils mettent peut-être un genre de diurétique comme pour aider
éliminer un peu l'eau, parce que, tu sais, des fois, on peut être un peu comme gonflé, là, en menstruation. Mais tout ça pour dire que c'est pas vraiment... On n'a pas vraiment des bonnes données d'efficacité sur les produits qu'ils rajoutent là, dans le midol. On n'a pas de... Tu sais, d'études qui vont stipuler que vraiment, c'est des ingrédients là, qui sont très efficaces là, dans ce cas-ci. Okay. Mais... ça fonctionne. Mais ça pour dire moi, que... j'avais l'impression que c'était spécifique pour... Comme j'avais l'impression que c'était comme, ça pour les douleurs menstruelles, c'est genre de shit. Mais j'avoue que, mettons, tu regardes la liste d'ingrédients pis t'es comme... ben, l'ingrédient principal, c'est vraiment comme de l'acétaminophène. Fait que c'est du Tylenol. C'est sûr que ça peut pas nuire, parce que, tu sais, c'est quelque chose qui va enlever la douleur. Mais les anti-inflammatoires, c'est peut-être plus spécifique pour ça, pour venir réduire l'inflammation. Mais c'est ça. Mais sinon, l'idéal, par exemple, je dirais que avant de prendre tout produit de vente libre ou quoi que ce soit, c'est toujours mieux de demander à son pharmacien, à son professionnel de la santé pour savoir si c'est approprié. Parce que, honnêtement, ça peut être surprenant, là, mais il y a beaucoup de produits qu'on vend en vente libre là, qui sont pas appropriés pour vraiment plusieurs personnes. Là, fait que... C'est fou, hein? Moi, j'aurais jamais pensé à aller demander à un pharmacien, mettons, parce que ça, pour moi, c'est pas grave, genre. C'est comme ils sont déjà assez occupés, la pharmacie est tout le temps bordée de monde, comme on dirait que je voudrais pas, je me sentirais mal. J'ai mal au ventre pendant mes règles, genre. Ouais, tu sais, comme, qu'est-ce que tu me conseilles? Il va dire, ben, c'est ça, les produits sont là-bas, genre. Je sais pas, on dirait que c'est comme ça que je l'imaginais, mais toi, ça t'arrive-tu d'avoir beaucoup de patients qui vont venir te voir pour des questions du genre? Oui, absolument. Mettons, où est-ce que je travaille, c'est une clientèle... Bien, j'ai beaucoup de patientes, là, justement, jeunes, de jeunes adultes, d'ados. C'est ça, j'ai pas une clientèle très âgée. Tout ça pour dire que je fais beaucoup de conseils sur ce sujet-là. Là. Il y a beaucoup de personnes là, qui viennent poser des questions là-dessus. Puis, tant mieux! N'hésitez pas à venir nous voir parce que, tu sais, on veut vraiment, aider justement les patients. Puis, tu sais, pour chaque personne est différente. Fait il peut toujours avoir peut-être une meilleure option pour quelqu'un. Fait que c'est toujours pertinent d'aller voir avec son pharmacien. Mais effectivement, c'est sûr que des fois, il y a des pharmacies qui sont un peu débordées, mais comme en même temps, tu sais, c'est notre travail là, de répondre et puis de conseiller par rapport à ça. Là. Fait que... Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que, mettons, à lire les trucs, je suis comme, tu sais, je savais pas c'était quoi un trouble dysphorique prémenstruel. Je serais jamais allée voir un pharmacien pour dire, hey, comme mon SPM a pas d'allure, qu'est-ce que je peux faire? Mais je m'identifie quand même là-dessus, là, genre, moi, à toutes les fois que. Mettons, si je suis pas sur un moyen de contraception, comme je veux laisser mon chum à toutes les fois que je suis dans mes SPM. Et il n'y a aucune raison parce que les 3 semaines avant, je suis en amour par-dessus la tête. Mais comme il faut que je fasse du journaling pour me dire, genre, pour me... Tu sais, il faut quasiment que je me mette des notes, des petites alertes pour dire comme, hey, genre, t'es pas saine d'esprit en ce moment, comme... Oh mon Dieu! Genre, capote pas, tu sais. Le nombre de fois que je l'ai assis pour avoir des conversations, genre, full sérieuses, puis que, comme, 3 jours après, j'ai mes règles, puis je suis comme, oh my God, je suis vraiment désolée. Comme, non, je voulais pas vraiment te laisser parce que tu gamais, genre. Sauf que c'est là que mon cerveau, il va, genre, comme on dirait que si je vois vraiment noir, là, tu sais, c'est horrible. Et non, je te comprends tellement, puis je pense pas que moi, ce soit si pire dans le sens que c'est pas très long, mais il y a toujours une période où j'ai le goût de me chicaner, mais pour rien. Pour rien. Non, vraiment pour rien. Non, c'est vraiment... c'est très dramatique, mon affaire. Ouais. Mais il y a des personnes que ça peut aller jusqu'aux idées noires, là. Vraiment, là. Je peux le voir, là. Mais c'est ça, c'est vraiment important, là, comme condition. Mais, tu sais, effectivement, c'est des situations pour lesquelles tu peux en parler, mettons, à un pharmacien ou un médecin. C'est sûr que, tu sais, mettons, un pharmacien ne peut pas faire de diagnostic en tant que tel, elle peut pas c'est sûr qu'on peut prescrire, mettons, certaines petites choses, mais comme on peut pas initier de traitement, mais tout ça pour dire que quand même, le pharmacien, depuis quelque temps, peut, à tout le moins, initier une contraception hormonale. Fait que, voilà. Tout ça pour dire que, tu sais, mettons, selon les situations, ça peut être quelque chose de possible, mais on perd jamais rien, je dirais, à aller voir son pharmacien dans ce genre de situation-là. Là. Il y a peut-être quelque chose là, qui pourrait aider, là, mettons. Full important. Oh, to be a woman. Ouais. OK, puis là, plus concrètement, on a nos menstruations, etc. C'est quoi les protections hygiéniques
que tu recommandes? Tu sais, mettons, moi, j'ai entendu bien des trucs sur les tampons, sur les coupes menstruelles, tu sais, qu'est-ce qui est meilleur qu'un autre? La seule chose que je conseillerais pas, c'est... Honnêtement, je sais même pas si ça existe encore. Mais il me semble que quand j'étais jeune, il y avait des produits hygiéniques comme parfumés, là, ou des trucs comme ça. Je sais pas si ça existe encore pour vrai parce que ça fait longtemps Ouais. je suis allée voir dans cette tranche-là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, mettons, ça, c'est vraiment quelque chose que je recommanderais pas. Mais, tu sais, moi, je me souviens, il était marqué, là, comme, odeur fraîche, là, parce que, tu sais, faudrait pas que ça sente tout de même des menstruations. Ouais, faut pas le savoir. Ouais. Anyway, ça pour dire que c'est ça. Fait tu sais, mettons, ça serait vraiment quelque chose que j'éviterais parce que le parfum, surtout dans cette région-là, c'est une région très sensible. C'est sûr que ça ne pourrait pas être positif, mettons. Mais c'est ça, je sais pas si ça existe encore. Mais sinon, après, tu sais, c'est ça que je pense aux coupes menstruelles, aux tampons, aux serviettes sanitaires. Je dirais que chacune a leur préférence. La seule chose avec les tampons, les coupes menstruelles, faut juste être sûr de pas les oublier. Tu sais, mettons, les tampons, il faudrait les changer au moins aux 8 heures. La coupe menstruelle, je pense que c'est aux 12 heures selon le fabricant. C'est sûr qu'il faudrait regarder là, selon le fabricant. C'est 12 heures. Mais c'est ça, tout ça pour dire que si on fait un mauvais usage des tampons, coupes menstruelles, ça peut être très, très, très rare, mais ça pourrait comme causer un syndrome du choc toxique, qui est comme une infection très grave. Mais c'est très rare. Mais quand même... C'est rare. C'est très rare. OK, parce que j'ai eu trop d'articles là-dessus. Ça me fait quand même peur. Mais, tu sais, je pense que ça vaut la peine de quand même faire un bon usage là, des protections hygiéniques. Là. Moi, personnellement, quand je me mets un tampon, je me set une alarme. Ah ouais. Mettons, pour être sûre de... Tu sais, quand t'es à la fin, là... de tes menstruations, là, tu sais, comme c'est facile d'oublier là, ton tampon. Fait que, on dirait, mais c'est tout le temps une alarme. Mais moi aussi, on dirait, je fais attention, mais c'est je me dis, genre, moi, des fois, je dors 9 heures, là. Ben, ça serait peut-être recommandé, tu sais, justement, la nuit, de plus utiliser des serviettes sanitaires, même si c'est comme, franchement, pas confortable. Mais... Oui, effectivement. Puis sinon, d'utiliser vraiment comme les bons tampons pour le flux menstruel. OK. Fait que, mettons, les super plus, là, c'est vraiment les utiliser que si on les remplit là, au complet, là, parce que sinon, ça peut augmenter le risque. Là, OK. Mais, mais tu vois, c'est full intéressant parce que j'en avais entendu parler du choc toxique, mais j'ai toujours cru que c'était le matériel du tampon. Je pensais pas que ça s'appliquait aux coupes aussi. Puis là, moi, j'utilise la coupe en ce moment. Ouais, et d'ailleurs, ça a changé ma vie. Hein. Vraiment, j'adore ça. Versus les tampons, non seulement c'est 1000 fois plus dispendieux, mais tu sais, c'est moins écologique. Puis genre, avant, j'avais souvent des fuites, le plus jamais. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est le monde qui me dit, ben écoute, moi, je prêche aussi pour ça. Le monde qui sont comme, ah, j'ai pas essayé, je sais pas si je vais. Ou tu sais, ils l'ont essayé une fois, c'est un peu inconfortable. Je suis comme, l'essayer, c'est l'adopter. Oui, c'est moi. Je l'ai essayé une fois, puis j'ai eu la misère à l'enlever. Puis là, j'ai vraiment stressé. Ah non, mais c'est ça. Non. Genre, il faut un peu de pratique pour genre devenir fluide, mais une fois que tu l'as, c'est comme des verres de contact. Oh, genre, ça, je suis pas capable. Mais c'est ça, mais tu sais, genre, évidemment que je n'étais pas capable de mettre mes verres de contact, comme les 10, 15, 20 premières fois que je les ai mis, je rushais ma vie. Mais comme là, c'est un jeu d'enfant, là, genre, j'enlève ça, j'y remets n'importe comment, mais la même affaire pour la coupe, là, genre, une fois que tu as la twist, c'est tellement facile. Ben oui, oui. C'est vraiment confortable. Ouais. Mais c'est ça, je savais pas qu'il fallait le... Ben, je l'enlève, là, je veux dire. Mais je pensais pas que le choc toxique, ça s'appliquait aussi. Ben, c'est quand que, justement, comme il y a comme un genre de milieu stagnant, tu sais, dans le fond, tu sais, mettons, dans la coupe, il y a du sang qui va stagner, tu sais, mettons, qui reste là, c'est un milieu très chaud. Tu sais, mettons, s'il y a des petites lésions ou quoi que ce soit dans cette région-là, bref, tout ça, ça peut comme mener à ce genre d'infection-là. Okay. Mais tu sais, c'est ça, c'est que... C'est ça. Ouais, en résumé. C'est vraiment comme le fait qu'il y ait du sang, genre, qui reste là. Ouais. Je pensais vraiment que c'était spécifiquement les tampons aussi. Ouais. Hey, je repense tout le temps à l'épisode de We Bought a House avec... Claudia Sulewski, où elle parle de son tampon qu'elle a oublié pendant 3 semaines. Ouais. Hey, il y a beaucoup de cas à l'urgence quand même de ça, de genre tampon qui est pris trop loin, là, qu'il faut que t'ailles genre à l'hôpital pour ça. Mon pire cauchemar. Ouais, ben
Mettons, moi, ce que je vois le plus souvent, c'est vraiment comme des tampons qui ont été oubliés. Là. Ouais. Mettons, des personnes que, Ouais. mettons, à les prochaines menstruations se rendent compte qu'ils avaient oublié un tampon de l'autre. Là. Fait que là, c'est sûr que ça nécessite une consultation à ce moment-là. Ben, mais ça. c'est pour ça que je me mets d'alarme. Oui. Je le conseille. Ouais. C'est un bon conseil, définitivement. Mais mes amis me trouvent intense. Mais pas grave. Ben, non, je comprends parce que toi, t'es au courant de tous les risques bien plus que Oui. toutes nous autres. Fait Ouais, que je suis un petit prends pas de chance. hypochondriaque aussi. Ouais. C'est ça. Je me demande toujours ça. Les gens qui ont étudié en santé, là, ça doit tellement être terrible. À chaque fois que tu as un Ouais. petit bobo, là, tu dois l'analyser puis être un peu anxieux par rapport à ça, non? Je sais pas. Je sais que j'ai vraiment la misère à traiter mes proches, en tout cas. On Ouais. dirait que quand c'est quelqu'un de proche de moi, là, on dirait que là, j'oublie tout ou tout est tout dramatique. Là. Ah. Fait que là, ça fonctionne pas. là. C'est pour ça qu'il faut pas traiter ses proches en général. Mais on dirait que par rapport à moi-même, non. J'étais hypochondriaque, mettons, avant. OK. Je dirais que peut-être que c'est moins pire maintenant parce que, comme là, si j'ai quelque chose, tu sais, je vais pas aller sur Google, googler un symptôme, Ouais, tu sais, je faut peux pas me faire fier sur des bonnes références fiables, mais non, on dirait que, OK. je sais pas. J'ai des amis en santé que des fois, je suis Ouais. comme... Tu sais, mettons, moi, j'ai un mal de tête, mais eux, ils sortent avec un diagnostic, puis genre, ça a tout le temps de l'air pire que quand Ouais. c'est leur truc. Je suis comme... Ouais. Tu sais, c'est... Ouais, j'arrive, je suis comme, ah, là, j'ai telle affaire, là, je suis plus trop là, puis ils sont comme... Mais là, Marie-Lou, tu pourrais avoir X, Y, Z, là. Ah ouais! Puis justement, tantôt, quand je disais je connais pas trop mon anatomie, ça fait mon affaire. Honnêtement, je voudrais pas savoir que j'ai mal précisément, genre à l'appendice, puis comme, non, ça, Tu préfères être dans l'ignorance. oui, 100%. Je sais pas comment ça fonctionne là-dedans, mais je me réveille à chaque matin. Ça, c'est correct. Super! C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai. On est enfin rendu au vif du sujet. On aimerait ça savoir, c'est quoi les différentes méthodes de contraception? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de chacune d'entre elles? Mais bien sûr. Là, ça me fait plaisir. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Tout ça pour dire que, ben, mettons qu'en pharmacie, je dirais que le seul moyen de contraception, mettons, pas sous prescription, ça serait le condom. En tout cas, bref. Ouais. Fait que ça, c'est, je dirais, un moyen de contraception, une protection barrière. C'est une super bonne contraception parce que aussi, c'est la seule qui va venir protéger contre les ITSS, là, parmi celles que je vais parler. Là. Sinon, mettons qu'on commence avec les contraceptions pas hormonales. Il y a aussi, je pense, la méthode du calendrier, des fois que les personnes peuvent utiliser. Ouais. Je dirais que ça, par exemple, je le considère pas vraiment comme une méthode de contraception efficace. Ouais. Tu veux dire de traquer son cycle menstruel, Oui, mettons? ouais, Ok. exact. Mettons de calculer sa période d'ovulation. Par contre, il existe une application qui s'appelle Natural Cycles. Que ça, c'est vraiment une application que, mettons, chaque matin, tu prends ta température basale. C'est une température avec 2 décimales. Tu rentres tes symptômes, tes menstruations, puis il y a comme un algorithme dans l'application qui va venir calculer comme ta période fertile, mais tu sais, ça, c'est vraiment comme... C'est ça, c'est personnalisé. Il y a vraiment comme un algorithme qui se base sur les symptômes, sur la température, sur les menstruations. Fait que ça, c'est une méthode de contraception qui est considérée efficace, Ah. cette application-là. Mais de faire la méthode du calendrier, mettons, soi-même, ça comporterait certains risques. là. Faut mixer comprends. avec des prières un peu. là. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Sinon, une autre méthode de contraception. Mais t'as raison. Mais tu sais, bref. Autant que le retrait, là. C'est Exact, parce que c'est la prochaine méthode de contraception. que j'allais parler. Je considère pas ça comme une méthode de contraception non plus. Je dirais que, mettons, c'est ça. L'efficacité est basse là, de ce moyen-là. Souvent, c'est difficile à pratiquer, mais même aussi comment que l'anatomie est faite. Tu sais, mettons, des fois, il peut y avoir des spermatozoïdes avant l'éjaculation. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi. Mais, par exemple, de ce que je comprends, c'est quand même une méthode qui est utilisée en combinaison avec d'autres méthodes de contraception. Tu sais, mettons, il y a des personnes qui vont utiliser une contraception hormonale avec ça.
Fait que, tu sais, c'est sûr que d'utiliser 2 méthodes de contraception, ça augmente vraiment beaucoup l'efficacité. Ouais. Fait que, tu sais, dans ce cas-ci, c'est approprié. Mais mettons, l'utiliser tout seul, encore une fois, il faudrait faire des prières. Je pense que c'est quand même utilisé en grand nombre. Oui! Parce qu'on se connaît beaucoup de Ben oui. monde. Oui, mais c'est ça. Je me souviens plus de l'efficacité exacte. Je pense que c'est comme 78 là, d'efficacité. Là. OK. Mais ça veut dire passes. que... Mais il faudrait que je retourne voir mes données. Mais tu sais, mettons ça voudrait dire qu'en 1 an, il y aurait 22 femmes sur 100 qui tomberaient enceintes, mettons. Ouais. Ça vient avec certains risques. Ça vient avec le risque. Oui, c'est ça. C'est non recommandé par un professionnel de la santé. Oui, exact. Mais sinon, comme autre méthode de contraception non hormonale, il y a aussi le stérilet de cuivre, par exemple. Donc ça, c'est une super bonne efficacité, là, 99,12 Mais sinon, après ça, c'est ça qu'on rentre dans les contraceptions plus hormonales. Fait que, bien sûr, il y a la pilule contraceptive. Il existe 2 sortes de pilules contraceptives. Par exemple, il y en a une que c'est progestérone et estrogène combinés. Puis il y en a une que c'est juste la progestérone. Fait que les deux sont un peu différentes, là, mais sinon, on a aussi le timbre qu'on met sur la peau. L'anneau vaginal, ça aussi, c'est de la progestérone et de l'estrogène. Il y a l'injection. Ça, c'est de la progestérone qu'on peut... l'injection, je pense que c'est aux 12 semaines à peu près. Ah, c'est juste la progestérone? Oui. Puis, ça va être aussi un peu le même principe pour l'implant et le stérilet avec hormones. C'est dans le fond un progestatif qu'il y a là-dedans aussi, qui va être comme libéré lentement tout au long de l'année pour faire une contraception. Mais bref, c'est ça, il y a l'implant. C'est quand même nouveau au Canada, mais ça existe depuis vraiment longtemps dans d'autres pays. C'est sous-cutané, dans le fond, c'est au niveau du bras. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu nouveau. C'est nouveau, oui. Oui. Mais c'est de plus en plus populaire. Maintenant, je le vois de plus en plus. Puis sinon, il y a les stérilets, c'est ça, avec hormones, qui est aussi un progestatif. Là. OK. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la différence entre estrogène, progestérone? Moi, j'ai appris ça cette année. Fait que, pourquoi il y en a que c'est estrogène et progestérone ensemble, puis c'est quoi, puis pourquoi il y en a qui n'ont pas d'estrogène, puis... L'estrogène est habituellement associé à peut-être un peu plus de risques. Fait que souvent, mettons, on va aller avec une contraception avec juste un progestatif. Dans les cas où l'estrogène serait contre-indiqué ou non recommandé, dans le fond, chez une patiente. Fait que c'est quand même intéressant d'avoir les deux parce que, tu sais, justement, pour la plupart des personnes, il va y avoir une contraception hormonale qui va convenir. Mais je dirais que, mettons, la contraception, la pilule, mettons, combinée, estrogène, progestérone, permet plus de... liberté, je sais pas comment dire ça. Ben, tu sais, mettons... le comprimé, il faut le prendre techniquement à chaque jour, à peu près à la même heure. Mais tu sais, mettons, s'il y a un peu de décalage ou s'il y a un oubli à un certain moment, c'est sûr que s'il y a un oubli, il faut toujours demander à son pharmacien, mettons, voir si on est protégé quand même, là, parce que des fois, on pourrait ne pas l'être. Mais dans certains cas, ça peut être... tu sais, dans le fond, la pilule va rester efficace quand même. On peut faire des pauses, on peut... la prendre en continu, tandis que la pilule qu'on a, qui est beaucoup utilisée là, avec seulement progestatif, il faut vraiment la prendre à chaque 24 heures, mais mettons un retard de juste 3 heures. Ça pourrait mener à une grossesse non désirée. Il ne faut pas faire de pause avec cette pilule-là, c'est vraiment pris continu. Mais c'est ça, c'est surtout, mettons, on va aller avec la pilule avec progestatif quand que souvent on a des contre-indications avec la pilule combinée, dans le fond. Parce qu'elle est moins pratique. Par exemple, il y en a quand même une relativement nouvelle qui vient de sortir là, sur le marché canadien, qui est comme un peu plus pratique. Là. Mais bref. Oui, mais je pense que c'est elle que je prends. Ah oui? Oui. C'est la Slim. Oui! C'est l'oncle à Alec qui l'a sorti. Ah ouais? Mais veux-tu en parler, justement? Il me semble que ça a été quand même une quête pour toi. Là, la bonne méthode de contraception. Ben, dans le fond, moi, je me suis fait prescrire la pilule contraceptive normale, celle avec estrogène. Je pense que j'avais
genre 16 ans, 15 ans. Puis j'avais quand même comme j'avais des gros SPM et tout. Puis ils m'ont comme recommandé de juste la prendre en continu. Puis je sais pas s'il y avait une question plus loin là-dessus, mais en tout cas, c'est en continu, pas en continu. Oui, je pense des auditeurs. Oui, c'est ça, on peut y revenir. Mais moi, je la prenais en continu. Mais je l'ai pris en continu pendant longtemps, là, pendant genre 8 ans, 9 ans. Ou une fois de temps en temps, je l'oubliais. Fait que c'est correct, là, je vais avoir mes règles ce mois-ci, mais c'était très, très rare. Puis, pendant cette période-là, cette longue période-là, j'ai développé un trouble d'anxiété généralisée. Puis, tu sais, c'était vraiment indépendant de ça. C'est ça, là, genre, on m'a proposé des antidépresseurs. Ça me pesait vraiment beaucoup, là, gros trouble d'anxiété. Puis finalement, à un moment donné, je jase avec un de mes amis, puis lui, il me raconte que son ex, quand elle avait commencé à prendre la pilule contraceptive, elle était devenue, genre, vraiment pas elle-même, là, comme... Il disait qu'elle était un peu crazy, malheureusement. Mais, tu sais, que ça avait vraiment changé sa personnalité, puis que là, elle avait arrêté, puis que c'était revenu correct, puis tout. Puis je me suis dit, ça fait genre 8 ans que je suis sur la pilule, puis ça change-tu de quoi sur ma personnalité? Tu sais, je sais même pas, là, ça fait tellement longtemps que je la prends. Fait que je me suis dit, je vais l'arrêter juste pour voir. Et j'ai plus jamais refait une crise de panique de ma vie. Comme, j'ai arrêté d'avoir de l'anxiété après que j'ai arrêté la pilule contraceptive. Puis là, après ça, je suis comme tombée dans une grande aventure de quel moyen de contraception m'allait ou pas. Fait que j'avais essayé l'anneau qui marchait pas. Je faisais de l'anxiété quand j'avais l'anneau aussi. J'ai pris le stérilet sans hormones, qui était l'enfer, là, des règles genre tellement abondantes. Je me vidais de mon sang que comme on m'a prescrit des pilules pour diminuer mon flux sanguin. Puis là, j'étais comme, je peux pas prendre des pilules pendant... Comme ça faisait pas de sens pour moi, là. Je suis comme, le but, c'est qu'il y ait moins de troubles, pas plus. Puis comme c'est ça, vraiment des gros sauts d'humeur pendant mes SPM, l'enfer. Fait que là, j'ai enlevé ça. Puis là, je me suis fait recommander la pilule juste avec progestérone. Mais ma médecin, c'est ça qu'elle disait. Elle était comme, mais là, tu sais, il y a ça, mais il faut que tu apprennes vraiment comme à la même heure tout le temps. Puis finalement, c'est ça, mon chum et son oncle, il est en pharmaceutique. Puis c'est eux qui ont sorti la nouvelle pilule. Puis là, ils lui parlaient, puis ils étaient comme, mais notre nouvelle pilule, elle donne un petit peu plus de flexibilité. Fait que, tu sais, si jamais elle veut l'essayer, puis tout. Puis so far, so good. Puis il y a quand même la petite période de pause, puis tout. Fait que, ouais. Mais elle est vraiment plus flexible là, que ce qu'on avait comme option avant. Mais moi, je trouve ça fou que on m'a offert des antidépresseurs avant de regarder c'était quoi le lien, comme si, dans le fond, mes hormones, il y avait un problème de ce côté-là, tu sais. Par rapport à mon trouble la pilule. Par rapport à mon trouble d'anxiété, tu sais, qu'il n'y a jamais personne... tu sais, j'ai consulté beaucoup, puis il n'y a aucun professionnel de la santé qui s'est penché sur ma méthode de contraception comme étant peut-être un indicatif de ça. Là. Bien, on n'a pas beaucoup de données, par exemple, sur ce lien-là. Tu sais, on entend beaucoup parler, tu sais, mettons, de dépression, anxiété en lien avec la pilule. Mais tu sais, on n'a pas beaucoup de données à ce sujet-là. Tu sais, je pourrais pas dire, ah oui, c'est sûr que... Tu sais, c'est relié. Non, ça se peut que ce soit pas pantoute. Mais non, mais tu sais, mettons, je veux pas dire que c'est pas relié, mais tout ça pour dire que ça serait vraiment intéressant de toute façon d'avoir plus de données, d'études là-dessus parce que, tu sais, c'est une possibilité, mais sûrement que ça n'a pas été abordé parce que c'est en fait très peu étudié. Tu sais, je pense qu'il y a peut-être quelques études qui sont peut-être en cours là-dessus, mais... Évidemment, c'est vraiment du cas par cas, mais est-ce qu'il y a une méthode de contraception que tu recommandes plus qu'une autre, que tu vois qui fonctionne pour la majorité des gens, mettons? En fait, je dirais que le meilleur moyen de contraception, c'est individuel à chaque. Ça va être vraiment le moyen de contraception que chaque personne va utiliser. Parce que, tu sais, dans le fond, si on suggère une certaine contraception puis que la personne, tu sais, n'est pas à l'aise, elle n'aime pas vraiment cette contraception-là puis qu'elle ne l'utilise pas, ben tu sais, c'est pas mieux. Puis, y a-t-il une façon de savoir qu'est-ce qui nous correspond mieux sans toutes les tester, mettons? C'est quand même... Oui, parce que là, genre, dans ceux que tu as nommés, je suis comme, mais peut-être... Je suis comme, ouais, ça, c'est progestérone. Tu sais, si moi, ça fit bien avec moi, les moyens juste progestérone, je suis comme, il y en a genre 3-4 que je connaissais pas puis que j'ai pas testé, qui fitteraient peut-être. Mais c'est sûr que, mettons, si on parle des moyens de contraception, mettons, sous prescription, comme chacun va avoir leurs avantages,
leurs inconvénients, les effets secondaires peuvent un peu varier. Fait que c'est sûr que, tu sais, on peut regarder ça avec un professionnel, puis, tu sais, essayer de comme comparer chaque méthode. Mais c'est sûr que, tu sais, oui, des fois, il faut qu'on les essaie un peu. Je dirais que, tu sais, mettons, il y a des moyens de contraception que c'est plus difficile à essayer, entre guillemets. Tu sais, mettons, l'implant ou le stérilet, ben là, si ça fonctionne pas, ben c'est plate d'avoir payé quand même, mettons, pour ça, puis de se le faire retirer. C'est assez douloureux, Se le faire retirer, ça fait vraiment moins mal que se le faire mettre. Ouais. De manière... Des témoignages autour de moi, là, se le faire mettre, c'est vraiment pas... Ben, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça agréable. Non, mais moi, c'était un pharmacien que... Ben, parce que ça, après mon épopée de pilules contraceptives avec estrogène qui fonctionnait pas, après ça, j'étais comme, fuck it, genre, je ne prends plus de moyens de contraception. Mais moi, c'est après une consultation pour avoir la pilule du lendemain que j'ai parlé à un pharmacien puis que j'étais comme non, je ne prends pas de moyens de contraception parce que genre ça marche pas pour moi. Mais on dirait que pour moi, c'est ça, c'était que je peux pas prendre la pilule, fait que c'est ça que c'est. Puis il était comme mais tu sais, tu pourrais essayer l'anneau. Puis j'étais comme il y a d'autres. Puis lui, il me l'avait prescrit pour 3 mois, je pense. Ou en tout cas, je pense que c'était 3 mois. 6. Ça dépend, c'était quand? Mettons, ça fait un petit bout. OK, parce qu'avant, on pouvait juste prescrire, mettons, suite à une contraception d'urgence. OK, ouais. Puis je pense que peut-être que le cours, je me souviens plus. Mais tu sais, mettons, maintenant, on peut prescrire 6 mois, puis au pire, renouvelable une fois. Mais tu sais, 1 an maximal, mais... mais c'est bon à savoir. Mais je voulais pas te couper. Non, mais tu me coupes pas, c'est vraiment coupé. non, t'es la professeure, mais c'est bon à savoir parce que oui, en effet, moi, c'était après une contraception d'urgence. Mais, tu sais, j'ai l'impression que de savoir que tu peux passer par un pharmacien ou une pharmacienne pour pouvoir te faire prescrire un moyen de contraception que tu voudrais essayer, alors qu'il y a plein de monde qui c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin pour le faire. Tu sais, ça peut valoir la peine d'explorer un peu plus les options puis de prendre le temps de le faire. Oui, mais c'est ça, tu sais, on peut regarder avec les patients, par exemple, les stérilets puis l'implant, on peut pas les prescrire parce que, tu sais, justement, c'est plus que... La durée, c'est plus qu'1 an. Mais on les installerait pas nous-mêmes non plus. Mais oui, tu sais, mettons, anneaux, le timbre, les contraceptifs oraux, l'injection, ça, on peut les prescrire. Puis, tu sais, c'est ça, on peut prendre le temps de regarder les avantages, les inconvénients de chaque méthode. Mais en résumé, vraiment, la meilleure méthode de contraception, ça, c'est vraiment celle que la personne va utiliser, là, pour vrai. Ouais. Mais je trouve ça important de dire les options, comme ça. Si jamais il y en a qui nous écoutent puis que, genre... il y en a. Restez pas dans un moyen de contraception qui vous va pas. Puis, tu as dit vite, il y a des avantages, des inconvénients à chaque. Est-ce qu'on peut faire un tour juste rapidement, justement, pour quelle raison tu prendrais tel versus un autre? Ben oui, mais premièrement, tu sais, mettons, dans les moyens tels que stérilet, implant, c'est vraiment les efficacités les plus élevées qu'on va avoir. Puis c'est un moyen de contraception que tu peux vraiment oublier, là, que tu n'as pas à penser de prendre vraiment chaque jour, tout le temps. Fait que je dirais que comme un des gros avantages pour ceux-là, c'est ça. Par exemple, il peut y avoir peut-être des segments irréguliers par rapport à ces moyens de contraception-là. Puis pour le stérilet en cuivre, il peut effectivement avoir des menstruations plus abondantes. Sinon, pour l'anneau, je dirais un aspect vraiment pratique, c'est que, tu sais, mettons, tu le mets 3 semaines, après tu peux le retirer 1 semaine, mais t'as pas besoin d'y penser souvent, là. Tu peux te mettre un rappel sur ton téléphone, tu sais, justement pour pas l'oublier, là, parce que c'est important de pas l'oublier, mais tu sais, c'est quelque chose que vraiment c'est pas invasif, mettons, comme un stérilet puis un implant, puis t'as pas besoin d'y penser souvent. Tu peux l'enlever pendant le sexe aussi. Oui, mais pas plus que 3 heures, par exemple. Non, c'est vrai, mais je trouve ça cool. C'est jamais il est gênant. Techniquement, vous me direz c'est le contraire, mais techniquement, il paraîtrait-il qu'on le sent pas vraiment.
Mais... Moi, ça restait pogné sur le comme ici. Ah ouais? Avec genre... mais là, comme, redonne-moi mon anneau! C'est pas dégueu, dans le sens, c'est vraiment genre un petit anneau, tu sais, c'est... Ben ouais. C'est vraiment... Mais quand c'est ton chum, c'est moins pire, m'imagine. Oui. Un one-night qui sort avec ça. Non! Ben, tu sais, un moment donné, j'avais l'anneau, puis j'avais des one-night, puis comme, je le disais d'avance, là, j'étais comme... mais tu sais, mettons, mais surtout avec des filles, là, mettons, tu sais, que tu dois, puis tout, genre, t'es comme, by the way, j'ai un anneau, comme... Laisse-le! Fais pas le saut, genre, mon Dieu, c'est tellement bon. mais ouais, là, c'était drôle. Fait que des fois, on l'enlevait quand il était juste gossant. Faut juste pas oublier le remettre, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais c'est sûr que des fois, peut-être que ça peut faire un peu plus de symptômes vaginaux, mettons. Parce que, tu sais, justement, il est dans le vagin. Pour le timbre... tu sais, mettons, je dirais que ce qui est spécifique à celui-là, c'est que des fois, on peut avoir des petites réactions cutanées, là, tu sais, au niveau où est-ce qu'on met le timbre. Par exemple, il y a certaines choses qu'on peut recommander pour ça, là, c'est ça. Donc, on peut aider dans ce cas-là. Sinon, l'injection. J'ai une question. Tu peux-tu comme te baigner puis tout avec ça? Un timbre? Genre, ça va-tu te décoller, mettons? C'est pas censé. OK. Ah, c'est nice. Mais, tu sais, mettons, ça peut arriver des fois qu'il décolle. Puis, tu sais, mettons, c'est du cas par cas à ce moment-là. Tu sais, je vous dirais de... Ben, je sais que vous n'avez pas de timbre, là, mais... Ben non, mais pour les personnes qui ont des ouverte à tous les moyens de conversation. Mais ça serait d'en parler, mettons, à son professionnel, tu sais, savoir quoi faire s'il est décollé, là. Mais c'est pas censé. Okay. Mais, tu sais, mettons, le timbre puis l'anneau, par exemple, c'est de l'estrogène puis la progestérone. Okay. Comme les pilules combinées. Okay. Puis, mettons, l'injection... celui-là, je dirais que peut-être qu'on a certains effets secondaires qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres. Ça peut un peu affecter la santé osseuse. Ça peut créer un petit peu un gain de poids, mais c'est vraiment un gros sujet. Bien, un gros sujet. Ça serait plus laborieux à en parler. Là, j'avais fait une vidéo là-dessus sur TikTok il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait beaucoup de personnes... Parce que l'injection, c'est le dépôt Provera. J'avais vu vraiment beaucoup de TikTok là-dessus. Il y avait une Américaine qui avait fait une vidéo qui disait qu'on ne pouvait pas prendre cette contraception-là pendant plus que 2 ans. Puis là, les personnes... Tu sais, j'avais fait une vidéo là-dessus parce que les personnes, ils pensaient qu'elle disait ça, surtout parce que ça rendait, mettons, infertile ou quoi que ce soit. Okay. Mais c'était plus par rapport dans un souci de santé osseuse, mais c'est pas vraiment nécessairement une recommandation qu'on a ici au Canada. Mais bref. Donc, il y a des considérations par rapport à ça. Puis aussi, l'injection, quand on l'arrête, ça prend quelques mois avant que la fertilité revienne. Tandis que, tu sais, mettons, toutes les autres, quand on l'arrête, la fertilité peut revenir tout de suite. Là. Mais l'injection, c'est vraiment comme connu, ça peut prendre quelques mois là, avant que la fertilité revienne. Fait que c'est pas un moyen de contraception que tu peux prendre si tu planifies une grossesse tout de suite après l'arrêt, mettons. Okay. Puis, je pense que sinon, les autres pilules, on en avait parlé tantôt. En résumé, c'était ça. C'était vraiment un bon résumé, d'ailleurs. Oui, j'adore. Très complet. Quel impact notre cycle menstruel ou notre méthode de contraception peut avoir sur notre libido? Une grande question que j'avais. Ouais, c'est bon ça. OK. Mais je dirais qu'encore une fois, on a plus ou moins de données par rapport à ça. Mais si on y va logiquement, mettons, quand on parlait de l'ovulation tantôt, on a vraiment comme un pic d'estrogène pendant l'ovulation. Puis c'est connu que pendant l'ovulation, effectivement, on peut avoir une augmentation de libido. En résumé. Tandis que, tu sais, mettons, si on prend une méthode de contraception, fait qu'on va avoir hormonale, fait que dans le fond, on va prendre des hormones de façon continue, on va tout le temps avoir le même niveau. Tu sais, on ne retrouvera pas comme ce genre de pic d'hormones-là. Mais c'est sûr que c'est aussi un gros sujet, par exemple, la libido, puis la contraception. Honnêtement, c'est dommage, mais on a vraiment peu de données là-dessus. Tu sais, je pourrais pas dire « Ah, c'est sûr que ça crée une baisse de libido, quoi que ce soit. » Mais tu sais, c'est juste que si on y va logiquement, c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on retrouve pas, mettons, dans un cycle naturel. Puis tu sais, c'est le pic vraiment d'hormones, l'ovulation, parce que, tu sais, mettons, la pilule contraceptive combinée, la mécanisation principale, c'est que ça bloque l'ovulation. Ça, je pense qu'on l'avait pas encore dit, mais, tu sais, fait que bref, qu'on trouvera pas cet effet-là. Mais il faudrait que ça soit plus étudié, honnêtement. Mais moi, je pense que je suis brisée pour moi. Parce que... Grosse annonce. Quand j'ai mes règles, je suis particulièrement horny. Puis c'est super contre-naturel, si on veut. Genre...
Mais comme, je l'entends souvent, ça. Ouais. Ouais, moi, tout, j'ai entendu ça. Ouais. Je pense Mais que c'est... ouais, mais je trouve que c'est mal fait. Ça me fait tannant. Mais en même temps, apparemment, ça l'aide à comme le sexe aide à soulager, genre, les douleurs reliées aux menstruations. Fait que c'est peut-être ton corps qui est comme j'ai mal et donc j'ai besoin d'un petit remède. C'est bien fait. Par contre, c'est pas parce qu'on est menstrué qu'on peut pas devenir enceinte. Ça, c'était une question que les abonnés avaient posée. D'ailleurs, on va pouvoir passer à ça maintenant, en fait. Oui. OK. C'est un mythe? Ben non, c'est pas... Ouais. Hein? Est-ce que c'est un mythe que tu peux pas tomber enceinte pendant que tu as tes règles? Oui, c'est un mythe. Ça se pourrait. Je dirais que c'est pas le truc le plus fréquent, mais ça se pourrait parce que on dirait qu'on est beaucoup mindé que, tu sais, tous les cycles menstruels sont très réguliers, 28 jours. Mais comme en réalité, c'est pas tant ça. Okay. Tu sais, ce qui arrive, c'est que l'ovulation, tu sais, mettons, une fois que l'ovule est libéré, il est fécondable pendant environ comme 12 à 24 heures. Mais un spermatozoïde, par exemple, ça peut vivre dans les organes génitaux de la femme pendant jusqu'à 5 jours. Fait que, mettons que tu as une relation sexuelle le dernier jour de tes menstruations. Puis là, tu as un petit spermatozoïde qui s'est rendu, mais là, puis que tu ovules 5 jours plus tard, ça se pourrait que ce spermatozoïde-là puisse féconder l'ovule, ton ovulation. Parce que, c'est ça. Bref, c'est quelque chose qui se peut parce que quand on regarde ça, là, les spermatozoïdes peuvent rester longtemps là, dans les voies génitales de la femme. Puis c'est difficile de savoir exactement quand tu vas ovuler. Des fois, l'ovulation peut être un peu plus tôt ou un peu plus tard. Est-ce que c'est dangereux de prendre la pilule en continu sans pause? C'est une question du public. Mais j'adore cette question. Oui, c'est ça. Hein? C'est genre... Fait que dans le fond, c'est pas dangereux de prendre la pilule en continu. C'est sûr qu'il y a des risques de base à prendre la pilule. On pourrait peut-être en parler, mettons, un peu plus après. Là, on peut en parler live aussi. Live? Oui. OK. Parce que je pense que peut-être que vous vouliez demander c'était quoi les effets peut-être secondaires qu'on pourrait trouver peut-être plus à long terme, des trucs comme 100%, ça. 100%, on veut savoir. Mais ça pour dire que, tu sais, mettons, il y a certains effets secondaires à la pilule. Tu sais, mettons... il peut y avoir des nausées, ça rend la peau sensible au soleil, ça peut faire des taches sur la peau si on ne met pas de crème solaire. Ça, c'est vraiment important. On veut mettre de la crème solaire. Fait mettons, ça peut rendre les seins sensibles. Donc, ça, c'est des genres d'effets secondaires qu'on peut avoir. On peut faire du spotting. C'est des effets secondaires qui sont considérés comme un peu comme bénins, là, parce que c'est pas comme un risque pour la santé. Mais je dirais qu'il y a un effet secondaire qu'on entend souvent parler par rapport à la pilule, puis plus particulièrement par rapport aux contraceptions contre l'estrogène. C'est le risque de faire des caillots sanguins. Fait que, tu sais, mettons, sur TikTok, moi, je vois beaucoup de vidéos par rapport au risque, mettons, de faire des thromboses. Fait que ça, dans le fond, c'est vraiment comme un caillot dans un vaisseau. Ça peut mener à une embolie pulmonaire. Fait que dans le fond, le caillot qui se transporte jusque dans les poumons. Ça peut être quand même grave. Ouais. On entend vraiment beaucoup parler de ça, mais en réalité, c'est pour ça que je vous disais que j'avais apporté mon cellulaire pour des petites statistiques. Ah oui. Parce que j'ai des petites statistiques sur le sujet. OK. J'aime ça. Fait que, dans le fond, je dirais que comme c'est vraiment une grosse inquiétude qu'on a, que les personnes ont par rapport à ça. Puis, mais il y a certaines personnes que effectivement, un moyen de contraception avec de l'estrogène va être trop risqué, fait qu'on se dirigera pas vers ça. Mais il reste que, je vais sortir mes petits trucs. Le risque de base de faire une thrombose veineuse profonde, qu'on appelle, chez une personne qui ne prend pas de contraceptif, c'est de 0,16 sur 1000. OK. Donc, le risque est quand même petit. Ouais. Quand on prend une contraception combinée, le risque, il peut être multiplié par 2 à 3. Fait que ça peut être quand même impressionnant, tu sais, de te faire dire que ton risque augmente fois 2, fois 3. Mais le risque de base est tellement petit qu'en réalité, ça fait pas, par exemple, une grosse différence tant que ça. OK. Pour comparer, mettons, en grossesse, le risque est aussi augmenté parce qu'il y a des hormones qui sont libérées en grossesse. Le risque, on peut faire fois 5 à 10. OK.
Puis juste après l'accouchement, le risque, c'est fois 15 à 35. Wow! Fait que j'aime ça quand même, ces statistiques-là, parce que ça vient comme un peu relativiser Ouais. le tout. C'est sûr que c'est un risque qui existe, mais c'est normalement, tu sais, justement, avant de prescrire une contraception hormonale, il y a certaines questions qu'on va poser. Puis, tu sais, mettons, si on a certains antécédents médicaux, c'est sûr que peut-être qu'on va pas y aller vers cette option-là pour aller vers quelque chose de plus sécuritaire. Mais tout ça pour dire que c'est juste que j'essayais de peut-être un peu rassurer par rapport à ça. Mais normalement, si le risque d'une personne, parce que le risque pour certaines personnes peut être de base plus élevé. Tu sais, mettons, par exemple, les personnes qui fument ou les personnes qui ont des problèmes de santé, l'hypertension, du diabète, des migraines avec aura. Fait que ça, le risque de base est plus grand. Fait que dans le fond, peut-être qu'on va pas aller vers cette option-là dans ce cas-ci. Mais tout ça pour dire que pour une personne en bonne santé, le risque reste quand même faible. OK. Ouais. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais tu sais, justement, normalement, avant de prescrire une contraception comme ça, on veut vraiment s'assurer de tous les antécédents d'une personne là, pour être sûr que, justement, que le risque n'est pas augmenté. Puis moi, je demande tout le temps à tout le monde s'ils fument à la pharmacie. Puis des fois, ils sont comme un peu insultés, mais entre autres, c'est pour ça. Pourquoi ils seraient insultés? Ben, je sais pas, c'est bizarre parce que, tu sais, mettons, on va se faire masser. Ouais. Tu sais, ils vont poser vraiment plein de questions sur notre santé. Puis, tu sais, c'est comme normal, on remplit le formulaire, mais on dirait à la pharmacie, là, on pose des questions, puis les gens sont peut-être plus frileux à répondre. Puis, tu sais, mettons, moi, pour être sûre, pour analyser correctement une prescription, j'ai pas le choix de demander l'indication du médicament. Par exemple, tu sais, mettons, si c'est un antibiotique, moi, il faut que je sache si, mettons, c'est pour une infection urinaire, pour savoir si c'est la bonne posologie, pour savoir si c'est le bon antibiotique, pour savoir si ça va fonctionner. Mais ça arrive, il y a des personnes qui veulent même pas nous dire pourquoi ils se sont fait prescrire, mettons, une médication. Fait que ça nuit beaucoup aux soins. Mais tout ça pour dire qu'il y a des questions aussi qu'on doit poser. Tu sais, souvent, on a besoin du poids, de la taille de quelqu'un, savoir s'il fume ou pas. Puis c'est ça. Mettons, pour revenir à la pilule en continu sans pause. Oui! Ben là, c'est intéressant parce que là, on a vu que comme à long terme, c'est pas dangereux, dans le fond. Ça, on confirme ça. Oui, ben dans le fond, ce que je voulais confirmer, c'est comme ça, j'ai une autre question. Mais... Non, mais oui, c'est pour ça que j'avais pas commencé à parler de ça. C'est qu'il y a pas plus de danger associé à la prise en continu que par rapport à la pilule qui est prise comme plus sur un schéma classique. Ouais, OK. c'est ça. Fait qu'il y a certains risques associés à la pilule, comme on vient de parler, mais de le prendre en continu, bref, ça augmente pas ces risques-là, c'est pas plus dangereux. C'est ça que je voulais dire, en résumé. Oui. Moi, je veux savoir. Ouais. La pause, là, la fameuse pause avec les autres petites pilules d'autres couleurs, là, que t'as tes règles. Est-ce que les règles, c'est des vraies règles ou c'est des règles qui sont déclenchées par l'arrêt de la pilule? Fait que dans le fond, techniquement, on n'est pas censé appeler ça des règles parce que c'est pas des menstruations, c'est des segments de privation, comme des segments de retrait. Fait que c'est vraiment des segments qui sont déclenchés parce que les hormones sont arrêtées comme subitement. Tandis que, tu sais, les menstruations, comme on a parlé tantôt, c'est vraiment du fait que l'endomètre a proliféré, puis que là, après, il y a une chute d'hormones. Fait que là, tu sais, ça se détache. Ouais. Mais là, c'est pas ça. Là. Fait que, tu sais, mettons, pendant qu'on prend la pilule, notre endomètre va pas comme épaissir. C'est pas ça qui se passe. C'est juste que quand on va arrêter les hormones, ça fait vraiment comme un retrait abrupt des hormones, puis ça crée justement un saignement. Mais tu sais, souvent, sous pilule, les saignements de privation, ça va être moins abondant que des menstruations. Ça peut être aussi moins douloureux. Puis c'est relié à ça parce que c'est pas des menstruations. C'est ça. En fait. OK. Ouais. Parce que là, je te donne une idéologie que c'est peut-être vraiment un mythe. Là. Mais moi, c'est ça que j'avais genre lu back in the days quand je prenais la pilule en continu parce que je me rappelle que j'avais un débat avec une de mes amies là-dessus puis elle était comme moi, mais ça s'accumule dans toi, genre, fait qu'à un moment donné, il faut que tu le sortes, genre. Ouais. Puis, j'avais comme lu un article là-dessus qui disait que, dans le fond,
quand la pilule contraceptive a été inventée, back in the days, ils voulaient mimiquer un cycle menstruel pour que ce soit plus accepté par l'Église. Écoute, genre, c'est quand même une grosse idéologie. Et donc, c'était pour ça qu'il y avait, genre, le cycle menstruel, puis qu'après ça, il y avait une pilule, il y avait une partie pause pour que tu aies des saignements, pour faire comme si tu avais tes règles, puis que tu puisses continuer. Fait que comme... Premièrement, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais deuxièmement, genre, tu sais, pourquoi qu'on voudrait une période de pause quand on prend la pilule si c'est pas comme un dérèglement hormonal, genre? Ben, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Honnêtement, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est que c'était comme nouveau comme concept. On dirait que les gens étaient comme sceptiques. Ça fait pas très longtemps, hein, non, qu'il y a de la pilule contraceptive. Soixantaine d'années, ouais, 62 ans. Mais pas tant vieux. C'est ça, c'est que dans le fond, ils voulaient vraiment tu sais, que ça ait l'air comme plus naturel. Fait que tu sais, ils voulaient que ça mimique vraiment comme un cycle naturel, mais il y a vraiment comme aucune utilité à avoir ces saignements-là. Aussi, moi, j'ai déjà entendu dire quelque chose aussi par rapport à ça. Tu sais, des fois, on se fait dire de commencer notre pilule pour le premier jour, genre un dimanche. Ouais. Bien, premièrement, moi, je recommande pas ça, là, ça comme pas... Quand on commence une contraception, bien, c'est sûr que ça dépend peut-être de chaque contraception, mais mettons, une pilule combinée, pendant les premiers 7 jours, il faut utiliser une autre méthode de contraception, parce que ça fait pas effet tout de suite. Mais, hormis ça, les gens, ils disaient que peut-être que commencer dimanche, c'était peut-être plus facile à se rappeler, mais moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que dans le temps, il fallait commencer le dimanche. Comme ça, la femme, elle n'avait pas ses menstruations la fin de semaine. Puis que c'était plus pratique pour le mari. Moi, j'ai entendu dire ça à ma année. Je ne pourrais pas dire si c'est vrai, mais c'est vrai que dans ma pratique, j'entends souvent des gens dire « Ah, faut commencer la pilule le dimanche », mais ça l'a comme vraiment... Je comprendrais pas pourquoi. Genre, c'est comme... C'est fou, hein? Mais en tout cas, bref, en parlant de l'Église. Oui, c'est ça. Mais ça pour dire que les saignements... Non, c'est ça, il y a vraiment aucune utilité. Tu sais, les utilités des menstruations, en général, tu sais, c'est qu'on va être menstrué 12-13 fois par année. C'est vraiment pour avoir 12-13 chances de devenir enceinte, si on le veut. Mais tu sais, mettons, le fait de ne pas avoir de menstruation, c'est pas dangereux. Tu sais, mettons, juste quand on est enceinte, on n'est pas menstrué. Pendant qu'on allaite, souvent, on n'est pas menstrué. Puis, tu sais, dans le temps, là, tu sais, justement, dans ces années-là, les personnes étaient enceintes tout le temps. Tu sais, il n'y avait pas souvent des menstruations. Puis, tu sais, c'est pas dangereux, justement. Puis, tu sais, comme on disait, pendant que tu prends la pilule, c'est pas que le sang s'accumule, c'est pas que ça épaissit, c'est pas ça, parce que c'est pas ça qui se passe, là. Fait que, bref. En parlant de mythe de la pilule en continu, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il fallait prendre une pause, mettons, aux 3 mois ou quelque chose de même, pour s'assurer que t'es pas enceinte, parce que, mettons, que t'en as skippé une, mais dans le fond, tu pourrais avoir des saignements quand même, parce que c'est pas des vraies menstruations, fait que ça s'annule. Ben, t'aurais pas des saignements si t'es enceinte. Ah non? OK. Mettons. Okay. Mais comme, mettons, des saignements, c'est pas, en général, compatible avec une grossesse. OK. Mettons, c'est ça. Oui. Fait que, s'il y a une grossesse, il y aurait, même à l'arrêt, il y aurait pas de saignements. Mais sinon, tu sais, si vraiment on est inquiet, on peut faire un test. Might as well, dans le fond. Sauve-toi une semaine de règles puis fais un test. mais ça pour dire que des fois, ce qui peut arriver quand on prend la pilule en continu, c'est qu'on peut faire du spotting. Fait comme, tu sais, des petits saignements désagréables, pas pratiques. Mais des fois, il y a des personnes qui vont l'arrêter automatiquement aux 3 mois pour justement comme s'éviter de faire du spotting. Okay. Mais sinon, ce qu'on peut faire... je dirais qu'il y a comme 2 règles qu'il faut toujours respecter en contraception pour un contraceptif, mettons une pilule avec progestérone, estrogène. Quand on veut faire une pause, il ne faut jamais faire une pause de plus que 7 jours. OK. Parce que là, on pourrait ne plus être protégé par rapport à la contraception. Puis on ne peut pas faire une pause si on n'a pas pris au moins 21 jours de suite de pilule, mettons, avec le médicament dedans. OK. Fait que, tu sais, mettons, si tu prends la pilule en continu puis que ça fait comme 72 jours que tu la prends en continu, tu sais, tu pourrais faire une pause puis après recommencer où est-ce que tu étais. Tu sais, il faut que tu te notes parce que tu peux pas arrêter après moins de 21 jours après. Mais, tu sais, mettons, ça, c'est comme une autre façon de faire ça. Des fois, il y a des personnes qui vont faire du spotting puis là, ça persiste. Fait que là, ils sont comme un peu tannés. Fait qu'ils vont faire une pause. Après, ils vont le recommencer puis c'est rentré en là. OK.
Puis aussi, une autre affaire, là, les pauses de 7 jours. Ouais. C'est pas nécessaire de nécessairement faire une pause de 7 jours. C'est parce que c'est une semaine, là, genre. Ouais, mais, tu sais, c'est ça. Ça pourrait être possible de faire comme juste une pause d'à peu près 4 jours. OK. Puis aussi, ça va être plus efficace comme ça parce que souvent, il y a des personnes qui peuvent oublier de reprendre après. Puis, tu sais, justement, de dépasser juste de une journée, faire une pause de 8 jours, là, ça peut faire que tu es plus protégé. Là. Ouais. Fait que des fois, mettons, quand tu fais une pause de 4 jours, tu sais, si tu l'oublies le lendemain, mais c'est pas grave, tu n'as pas dépassé ton 7 jours. Puis aussi, ça peut faire que tes saignements sont moins longs. Fait que... Mais c'est ça, je sais, le 7 jours, je pense que ça vient justement de l'affaire de l'Église. Ouais. Mais c'est pas nécessaire de faire. Ouais, j'étais comme ça se peut vraiment que ce soit non, mais c'est ouais. vrai. C'est vrai. Makes sense. C'est vrai. Ouais. Une autre question intéressante qu'on a reçue. Mes règles n'ont jamais été régulières. Est-ce que ça peut avoir un impact sur ma fertilité? Bon, bien, premièrement, souvent, les règles, au début, ça peut être long avant que ça devienne régulier. Tu sais, mettons, souvent, dans les 4 premières années qu'on a nos menstruations, ça peut ne pas vraiment être régulier. Par exemple, au-delà de ça, des règles qui sont pas régulières, ça vaudrait la peine d'en parler à un professionnel de la santé parce que des fois, ça peut faire qu'il y a comme un problème peut-être sous-jacent qu'on devrait voir c'est quoi. Mais tu sais, mettons, des dérèglements de la glande thyroïde, ça pourrait faire ça. Aussi, tu sais, mettons, des stress, des pertes de poids, des prises de poids, ça peut changer les règles un peu. D'exercice physique intense. Ça peut changer. Sinon, des fois, on peut avoir comme des dérèglements hormonaux aussi qui peuvent causer ça. Tu sais, mettons, des syndromes des ovaires polykystiques. Ça peut être une raison. Fait que tout ça pour dire que, premièrement, si les règles ne sont pas régulières, ça serait de se demander s'il y a une raison à ça. Fait que d'en parler, mettons, à un médecin pour voir s'il n'y a pas un problème sous-jacent. Puis sinon, c'est sûr que là, après, ça va peut-être dépendre de, mettons, s'il y a un diagnostic qui a été fait ou non. Mais c'est sûr que si les règles sont irrégulières en tant que telles, ça peut être difficile de prévoir, mettons, sa période d'ovulation. Mettons, fait que ça peut être plus difficile de prévoir, tu sais, mettons, quand avoir les relations sexuelles pour pouvoir tomber enceinte. Ouais. Mais, bref, des règles irrégulières, je pense que ça vaut la peine de consulter par rapport à ça pour savoir, tu sais, à tout le moins, regarder qu'il n'y a pas comme quelque chose qui cause ça, là, mettons. Ce ne sera pas les règles irrégulières qui vont avoir un impact sur la fertilité, mais c'est peut-être quelque chose d'autre qu'une cause à effet. Oui, mais tu sais, mettons aussi, des fois, juste d'avoir, comme, mettons, une période de stress, ça peut faire que les règles sont irrégulières sans, comme, autre facteur. Mais tu sais, c'est comme l'ovulation va être difficile à savoir, à déterminer. Fait que, tu sais, mettons, pour les personnes qui se planifient, mais là, c'est dur de se planifier, mettons, dans ce temps-là, mettons. Ben, je pense que ça fait le tour des questions qu'on avait. Merci. C'était vraiment intéressant. Ah oui. Très éducatif. J'aime ça quand le podcast est éducatif. Et voilà la gang. Maintenant, vous savez tout. As-tu aimé ton expérience podcast? Oui, vraiment. J'ai adoré ça. Très Puis cool. vous êtes vraiment incroyables. Je suis vraiment chanceuse d'avoir fait ça pour la première fois avec vous. Mais oui, je suis vraiment contente. Ça s'est bien passé. Bien contente. Ça s'est vraiment bien passé. Là, on parle de ton compte TikTok depuis tantôt, mais où est-ce qu'on peut te suivre sur toutes les autres plateformes? Ça ressemble à quoi ta présence en ligne? Donc, je dirais que notre seule autre présence, ça serait sur Instagram. C'est Carly Kate que le compte s'appelle. Mais honnêtement, j'ai de la misère avec Instagram, fait que je dirais qu'on est moins actifs sur Instagram que sur TikTok. TikTok, c'est vraiment comme notre compte génial principal. Ouais. J'adore. Ben, merci tout le monde d'avoir écouté. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous savez quoi faire. Vous laissez un j'aime, vous commentez, vous allez nous suivre toutes respectivement sur nos plateformes. Puis on se revoit la semaine prochaine, puis on te dit un gros merci, Catherine. C'est très apprécié de t'avoir. Mais merci à vous. Bye tout le monde!